C'est une présentation en fait qui est différente de celle qu'on donne aux investisseurs. C'est différent de la présentation type qu'on donne à ceux qui se présentent à nos guichets pour investir en zone franche ou pour créer leurs infrastructures. C'est beaucoup plus une histoire de la zone franche, parce que je pense qu'aujourd'hui on est entre partenaires et on a aussi parmi nous des entreprises qui sont des pionnières, elles sont les premières qui se sont installées là. Donc c'est bien c'est bon de retourner un peu dans le passé et de revisiter un peu l'histoire du projet pour voir où est-ce qu'on est. Alors c'est un voyage dans le passé qui va graduellement nous amener dans le présent, de sorte que dans notre atelier on pourra réfléchir au futur de cette institution. Elle porte ce nom illustre d'un illustre indien du nom de Parc technologique Mahatma Gandhi, un pays, justement l'Inde, auquel nous sommes particulièrement liés. Pour comprendre que cette zone franche, elle a été créée, comme le président l'a dit, elle est née, son acte de naissance, en fait, c'est une loi. La loi 2004-429 du 30 août 2004, qui a été votée à l'unanimité au Parlement. Nous connaissons tous l'histoire de notre pays. Faire l'unanimité au Parlement en 2004, ce n'était pas évident. On a l'honneur d'avoir justement comme président aujourd'hui le président Moïse Messé, qui lui était au Parlement à cette époque. Donc c'est vraiment, il connaît la genèse de chacun de ces articles de loi et il saura nous expliquer à nous qui sommes arrivés beaucoup plus tard dans le projet ce que ça signifie. Mais je veux dire que symboliquement, c'est très fort que de dire que même à cette époque, toute la Côte d'Ivoire était unanime sur le projet de créer une zone franche de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication. Les choses se sont accélérées par la suite. En 2006, une entreprise s'est créée du nom de VITIB SA, qui signifie Village des technologies de l'information et de la biotechnologie, avec pour mission de gérer et d'exploiter cet espace, justement cette zone franche. C'est un modèle qui est assez différent des autres parcs technologiques qu'on a dans d'autres pays. Dans certains pays, c'est des entreprises étatiques qui exploitent la zone franche, qui exploitent en tout cas des parcs technologiques un peu partout. Ici, la Côte d'Ivoire a décidé de confier la gestion, la promotion de son parc technologique à une SA. Mais néanmoins une SA dans laquelle l'État a des intérêts, dans laquelle l'État a des parts, l'État est actionnaire de l'entreprise, et aussi dans laquelle l'État est tout aussi présent, puisqu'il ne faut pas oublier, c'est l'État qui a assumé, qui a assuré la purge des droits coutumiers pour acquérir les terrains, c'est l'État qui subventionne même l'entreprise à coût de subvention. Donc c'est un modèle assez unique que nous avons en Côte d'Ivoire, et croyez-moi, lorsqu'on visite d'autres pays du monde, les dirigeants des parcs technologiques ailleurs, des fois, ils sont un peu curieux par rapport à ce modèle. Ils sont un peu curieux de savoir, il y a des choses qui nous envient. Quand on dit par exemple à d'autres technopoles, comme on vient de... Il est très intrigué quand on lui dit qu'ici, l'entreprise qui gère l'espace, elle fait un petit profit et elle vend de la bande passante par exemple. C'est des choses qu'ils ne font pas. Là-bas, ils vivent essentiellement de loyers et puis ça s'arrête là. Donc, ils sont sur un espace avec beaucoup plus d'entreprises, mais ils font un chiffre d'affaires qui n'est pas plus gros que le chiffre d'affaires que nous, on réalise ici. Alors, vous voyez, les modèles sont différents. Et nous ici, c'est le modèle vraiment d'un parc technologique géré par une SA. Au capital de 3 milliards de francs CFA, parce que les actionnaires, les investisseurs du monde entier se sont dépêchés d'investir dans ce projet. Nous avons des Indiens, nous avons des Ivoiriens, il y a même un Chinois, nous avons les plus gros des télécoms de Côte d'Ivoire, MTN, Côte d'Ivoire Télécom, Prestige Télécom, aujourd'hui filiale de Maroc Télécom, qui sont dans l'actionnariat de VITIB-SA. Alors c'est ça les partenaires de l'entreprise VITIB-SA que vous avez sous vos yeux, en tout cas les principaux. Alors, 2008, qu'est-ce qui se passe? L'État de Côte d'Ivoire fait appel en fait à l'expertise indienne pour son projet de zone franche. Pourquoi? Parce que l'Inde, depuis cette époque et depuis longtemps d'ailleurs, est le haut lieu des TIC dans le monde entier, de l'informatique et tout cela. Ils ont une multitude de parcs technologiques en opération en Inde, à Bangalore, un peu partout. L'Inde dépêche ici un DG adjoint, qui a été l'adjoint du premier PDG de l'époque, Vincent Gado-Crabé, donc un DG adjoint qui a vécu ici, qui a travaillé ici, qui a aidé à rédiger, à affiner en tout cas les business plans de l'entreprise, à prendre les premières décisions, et ça s'est traduit par un accord de prêt signé entre l'État de Côte d'Ivoire
et l'Exim Bank de l'aide pour 20 millions de dollars justement pour financer un certain nombre de projets ici en zone franche. Plus tard, un an plus tard, 2009, encore du financement, toujours avec l'apport de l'État de Côte d'Ivoire qui signe des accords de prêt, cette fois-ci avec des banques régionales, la Banque ouest-africaine de développement et la BIDC, pour la création d'infrastructures nouvelles, tant des bâtiments que l'aménagement des espaces. C'est ce que vous voyez en face, là, c'est en fait ces deux accords de prêt qui financent les travaux que vous voyez en face, que nous avons lancés récemment. Alors, cette même année 2009, c'est cette année où justement une convention est signée entre l'État de Côte d'Ivoire et les propriétaires terriens pour définir c'est quoi exactement la zone franche. Alors la zone franche, c'est quoi en termes de territoire? C'est ces trois territoires que vous voyez. Nous sommes présentement ici. Ça, c'est les 60 premiers hectares. C'est ce qu'on appelait l'IAO à l'époque. C'est un territoire de 60 hectares qui était autrefois géré par la CIR, mais qui maintenant, par décret présidentiel, fait partie de la zone franche, a été déclarée d'utilité publique. Donc c'est vraiment la propriété de l'État, c'est sur cette propriété que nous sommes. Ça, c'est le tracé de ce qui est devenu l'autoroute Abidjan-Bassam. De l'autre côté, en venant ici sur votre droite, ce gros territoire, c'est 242 hectares de la zone franche. De ces 242 hectares, nous sommes en train d'aménager 180 d'entre eux qui vont donc de l'autoroute Abidjan-Bassam jusqu'à un bras de lagune, ce que vous ne voyez pas présentement parce que nos tracteurs ne sont pas encore arrivés jusqu'au bout de la lagune. Jusqu'au bout de la lagune, ça c'est la même lagune qui mène jusqu'à Abidjan, que vous voyez sur les ponts. De l'autre côté de cette lagune, sur l'île de Vitré, on a encore 322 hectares. Donc au total, ça fait 624 hectares pour être précis. Près de 700 hectares qui vont être précis. La purge de ces droits continués a coûté à l'État 3,5 milliards de francs CFA. Payés bien sûr aux populations locales, aux propriétaires terriens. Alors, 2011. 2011, comme le président l'a dit, on vient de passer la crise. C'est une nouvelle ère qui souffle sur la Côte d'Ivoire. C'est des nouveaux dirigeants, c'est un nouvel état d'esprit. Le président Alassane Ouattara nomme le ministre Bruno Koné au poste des TIC, en charge des TIC de la Poste. Et du coup, ça marque un certain changement dans la gestion générale de cette zone franche, qui, il faut le reconnaître, avait connu beaucoup de déboires, parce que les Ivoiriens se demandaient, mais tiens, on nous parle de zone franche depuis 2007, jusque-là on ne voit pas une brique, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas il y a combien d'entreprises qui sont véritablement là, où sont les emplois qui étaient attendus, est-ce que, je suis sûr que dans vos fichiers de la douane aussi vous demandiez, mais où sont les tonnes et les tonnes de containers qui devaient passer, on ne les a pas vus passer, donc la Côte d'Ivoire se questionnait sur ce que devient véritablement cette zone franche. Et bien à partir de ce moment, les choses vont commencer à accélérer. Je vais passer vite sur celle-là qui parle de moi-même. Alors, un nouveau directeur général nommé en 2012, ça c'était lors de la visite du maire de Bassam, les années justement qui vient régulièrement nous voir, parce que lui ici aussi à Bassam, ils sont soucieux de l'impact de ce projet sur la région, sur la ville de Bassam. Alors, l'état des lieux, quel était-il? Jusqu'en 2012, l'état des lieux qu'on a trouvé, c'était que, historiquement, Viti Bessa avait signé 65 agréments. Agréments aux notifications d'agrément. Donc, il y avait 65 entreprises qui avaient dans leur main un document les reconnaissant comme potentiellement des entreprises de ce parc technologique. La réalité, c'est que de ces 65, il y en a 40 qui étaient injoignables. Encore rappelez-vous, on est sorti de la crise, là, elle a fait des dégâts ici. Il y avait 40 qui étaient injoignables et il y en a une quinzaine qui, même si elles avaient véritablement une adresse ici, parce qu'elles avaient un contrat de bail, mais elles devaient 2 ans de loyer, 3 ans de loyer, ils n'avaient jamais déclaré leur chiffre d'affaires, et ainsi de suite. Il a fallu donc aller en justice pour les évincer, ces 15 autres. Alors vous voyez, sur un total de 65, le nombre d'entreprises réellement en activité, c'était une dizaine. Et la dizaine, la plupart d'entre elles sont représentées dans la salle ici. Ça, c'est vraiment les pionniers qui avaient dans leur main un vrai projet, un projet réel, vraiment dirigé et tout cela. En tout cas, qui ont réussi à traverser cette étape. C'est pourquoi ces 10 entreprises, pour nous, c'est nos vieux pères, comme on dit. C'est vraiment eux qui nous ont aidés, et en tout cas, je dis nous, c'est nous et la douane, vraiment, ils nous ont aidés collectivement à mettre en place les outils administratifs qui manquaient, parce que quand ils arrivaient ici,
C'est un peu comme si tout le monde était un peu surpris de leur présence. Les outils informatiques n'étaient pas en place. Jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des choses à améliorer. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons cet atelier-là. Donc 55 entreprises sorties du parti, sur 65, il n'en restait que 10. Et finalement, en 2013, on s'est attaqué aux principales questions de financement, puisque tous les prêts, comme l'a dit le représentant du ministre de notre ministère de tutelle, toutes les sources de financement étaient suspendues. Suspendues pour des raisons de gouvernance, pour diverses raisons diverses, de non-respect de calendrier d'exécution, et c'était tout suspendu. Alors en 2013, nous avons obtenu le déblocage de toutes ces sources de financement. Je vous dis, ça a été une énorme bataille d'arriver à ce résultat, parce qu'il fallait redonner confiance à nos partenaires qui, eux, avaient perdu confiance, avaient véritablement perdu confiance. Les délais étaient déjà dépassés, il fallait vraiment convaincre qu'il y a encore du bon business à venir faire ici et que ça valait la peine d'investir tous ces montants. Alors, nous, de notre côté, nous avons commencé à rebâtir le parc technologique. Vous voyez, on est parti donc de 10 entreprises. Aujourd'hui, on est à 18. Okay? Vous voyez qu'on ne les invite pas très fort. On ne cherche pas à gagner en nombre. C'est plus la qualité. On a monté le seuil d'acceptabilité des entreprises ici en zone franche. On a un comité d'agrément qui se réunit régulièrement. On lit les business plans, des propositions qui nous sont faites. Si on n'est pas convaincu que cette entreprise vient ici pour faire ce qui est prévu, qu'elle va créer des emplois, qu'elle va véritablement investir, on n'a pas de problème à dire non. Je ne vais pas vous cacher, il y a un certain nombre d'entreprises qui, des fois, qu'elles nous approchent et croient que ça va les arranger de dire c'est tel ministre qui nous a emmenés ici. Ok, moi je me dis non, votre dossier il n'est pas bon, il n'est pas bon. Et je sais que le ministre en question, je le connais, c'est la qualité qu'il demande ici. Donc ça ne sert à rien d'essayer de pousser, constituer un bon dossier qui correspond aux critères fermes et rigoureux que nous nous sommes donnés maintenant ici en zone franche. Vous allez avoir de vraies entreprises qui s'installent ici parce que c'est ce qu'on attend de nous. Nous, notre succès à Novitic, notre succès financier dépend directement du succès des entreprises qui sont là. Si on fait du favoritisme ou du laxisme, on va vous donner des résultats financiers qui ne sont pas intéressants pour l'entreprise et pour nos actionnaires. Ça, c'est quelques clichés sur certaines signatures d'agréments avec différentes entreprises qui se sont installées ici, de grands projets. Le VITIB a commencé à accueillir pour la première fois des entreprises qui font 2 milliards de chiffre d'affaires. Nous avons attiré ici Prestige Télécom, qui est la filiale qui autrefois faisait partie de Atlantique Télécom, donc Move et compagnie, qui est aujourd'hui la filiale de Maroc Télécom. Nous avons ici la filiale de Orange, qui est en train de bâtir un des plus gros data centers de l'Afrique de l'Ouest, juste à côté, sur notre territoire ici. Donc on commence à attirer des gros canons au fur et à mesure. Alors, 2013, ça a été une année spéciale, hein, vraiment, en ce qui concerne nos résultats financiers, parce que dites-vous qu'avec 10 entreprises, 10 ou 12 entreprises, VITIB SA a réussi un chiffre d'affaires supérieur à ce qu'on faisait avec 65 entreprises. Voilà. Et comment cela se fait? C'est aussi simple que ça. Ça a été une rationalisation de nos dépenses. Il a fallu attirer 1 ou 2 nouvelles entreprises d'assez gros calibre. Et voilà, ça a donné le résultat que ça a donné. Ce qui fait qu'en 2013, pour la première fois de son histoire, VITIB SA a eu un résultat positif. En 2012, on a affiché 789 millions de déficit. En 2013, on a affiché 363 millions de profit. Ça fait un gap d'1 milliard qui a été réalisé en 1 an. C'est pour vous dire qu'il y avait matière vraiment à améliorer, à tendre vers la performance. En 2014, c'était l'arrivée du nouveau PCA, M. Alphonse Ouimessé, qui est le premier agronome PCA de VITIB. On espère que cela va servir de moteur pour justement le volet biotechnologie de la zone franche, parce qu'il ne faut pas oublier, on n'est pas seulement les TIC, mais c'est aussi de la biotechnologie. Et notre pays regorge d'un potentiel énorme, avec ce qu'on a comme transformation de produits agricoles et tout ça. Il y a vraiment quelque chose à exploiter ici. Ça, c'est un appel lancé vraiment à tous ceux qui sont dans ce domaine-là. On gagnerait à transformer nos produits ici, à tirer avantage en tout cas des incitatifs fiscaux qu'offre la zone franche dans ce domaine.
2014, c'est aussi l'année où on a lancé l'appel d'offres justement avec succès pour le lancement des travaux ici, 18 milliards de travaux, ça a été donné, les entreprises ont été sélectionnées, ce qui fait que en 2014, on a enfin lancé les travaux en décembre 2014, ça c'est le Premier ministre Daniel Kabé-Duncan qui donne le premier coup de pioche. Il est suivi par justement le ministre de tutelle, M. Bruno Koné. Et ils se succèdent les uns les autres. Abdraman Sissé, ministre du budget, je vous laisse les observer tous. Tout le monde était là parce que c'était une grande fête. Tout le monde, vraiment, personne ne voulait rater cela. Le maire de Bassam, Georges Philippe Ezalé, Oumar Tembeli, représentant de la BOAD, puis bailleur d'honneur. M. Aka Ouelé, président du conseil régional d'Aboisseau, lui aussi. Vincent Gado-Kragwe, qui est le premier PDG de Vitib, qui est venu pour la circonstance. Le PCA lui-même, Alphonse Ouimessé, suivi de Norbert Johan Teke, député maire de Bassam, moi-même, le député de Grand Bassam, Béjé Djouman, préfet de Bassam, Nana Amon Tanoué, maire roi des Nzima et le représentant du roi de Mossou. Alors vous voyez, c'était une belle fête, une très belle fête qui a permis à tous vraiment de venir célébrer ici avec le Vitib. Au Vitib, aujourd'hui, on assemble des ordinateurs. Nous avons accueilli une entreprise qui assemble véritablement des ordinateurs, qui a une chaîne de montage d'ordinateurs que vous voyez là, qui a été inaugurée, qui peut sortir 400 ordinateurs par jour. C'est une réalité, c'est une réalité ici au Vitib de nos jours. Nous avons rénové un certain nombre de bâtiments. J'entendais justement le colonel parler justement de la vétusté des locaux ici. Effectivement, c'est une réalité avec laquelle nous vivons. Et donc, chaque jour, chaque année, nous devons rénover dans la mesure de nos moyens, bien sûr. L'incubateur est un espace dédié aux entreprises, aux entrepreneurs qui veulent lancer des projets, qui veulent se lancer dans ces projets, faire mûrir leurs projets dans un environnement qui permettra à leur projet d'aller d'un point A à un niveau de maturité plutôt intéressant. Et de trouver ici donc un encadrement. C'est un beau local qui attend donc ses premiers locataires s'y installer dans un de nos bâtiments là. Vous voyez là quelques photos de l'incubateur d'entreprise de Vitib. Nous avons un complexe hôtelier qui est fait pour accueillir ici des séminaires et je sais qu'à la douane il y a de la formation. Alors je vous prie, faites de cet endroit votre espace pour tous vos besoins en séminaire et en formation. Nous avons une piscine semi-olympique de 25 mètres, un complexe de 140 chambres, un amphithéâtre de 650 places que nous venons de rénover entièrement, qui est à votre disposition pour tous vos besoins. Des installations sportives, un terrain de handball et de basketball qui lui aussi vient d'être rénové. Voilà quelques photos de quelques tournois qui se sont faits là. Ça, c'était le tournoi du ministère de la Poste et des ici, la coupe Bruno Koné. Et la suite. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour la suite? La suite, c'est très simple, elle est très belle. Elle a déjà commencé la suite. C'est les images justement de l'aménagement du terrain qui ont été prises ici sur le terrain. C'est 180 hectares que nous avons déjà commencé à aménager, qui vont permettre de créer ni plus ni moins qu'une nouvelle ville. Au nord donc, de cette autoroute, c'est une nouvelle ville qui va sortir de terre. C'est une ville où il y aura des entreprises. Et dans ces entreprises, elles auront besoin de services divers. À commencer par quoi? Services douaniers. C'est une zone franche. C'est un espace sous douane. C'est pourquoi, justement, dans le projet d'aménagement, il est prévu une clôture de 4 km qui part de là, fait le tour avec une guérite, 2 guérites, et retourne au niveau de la lagune. Cette guérite, qui sera cette guérite? C'est les services douaniers. Déjà sur cet espace, nous sommes clôturés. Nous avons été heureux d'offrir à la douane un local qui est fonctionnel. Notre vœu, et nous allons le dire sûrement plusieurs fois lors de cet atelier, c'est de voir la douane présente de manière effective. Nous avons fait notre part, nous avons remis les clés de bâtiment. On veut voir les services les plus performants au sein de cet espace, de sorte que nos entreprises, qu'elles ont besoin, elles ont une question, elles aient ici la personne apte, la personne à même de répondre à leurs questions, quelle que soit la technicité de ces questions. Nous sommes maintenant à 15 minutes de l'aéroport d'Abidjan avec l'arrivée
de l'autoroute Abidjan-Bassam. Du coup, nous sommes devenus une destination très très privée. Dans moins de 18 mois, en face de nous, le premier bâtiment sera déjà sorti de terre avec la coopération indienne qui s'annonce. C'est 3000 m² de bureaux additionnels qui vont nous être mis. Notre force, c'est le travail. Nous bossons pour notre population, notre offre, c'est la qualité. Et à nos dirigeants, nous demandons tout simplement de nous faire confiance. Je vous remercie.